Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation qui me donne l'occasion de vous parler de sujets qui m'intéressent depuis très longtemps et sur lesquels j'ai travaillé depuis presque 20 ans. Donc les problèmes normatifs, les conflits normatifs en francophonie. Et aujourd'hui, avec un accent spécial sur l'Amérique du Nord. Donc normes et standards dans les variétés du français en Amérique du Nord et tout particulièrement au Québec. Pour commencer, il n'est peut-être pas superflu de se rappeler les particularités de la situation du français en Amérique du Nord dans une perspective glottopolitique et sociolinguistique, et ce aussi en comparaison avec la situation des autres grandes langues de culture qui ont été transposées sur le continent américain, donc l'anglais, l'espagnol et le portugais. 3 points principaux. Nous avons 3 foyers principaux du français en Amérique du Nord. Je peux omettre l'Ouest canadien, parce que Madame Lantier en a déjà parlé. Donc, Québec, Acadie et Louisiane. Et ce qui singularise le français en Amérique du Nord, c'est que le français ne forme pas de domaine linguistique compact. Donc, c'est discontinu. Deuxième point important, le contact avec la langue d'une autre puissance coloniale, contact séculaire, qui a engendré un rapport de domination politique et linguistique. Et troisième point, les fonctions du français en Amérique du Nord sont très diverses. Le français, comme nous le savons, est langue de communication normale dans tous les domaines au Québec, c'est-à-dire qu'on peut faire tout en français au Québec. Le français est en Acadie langue de communication protégée mais sous pression, c'est-à-dire qu'il faut se batailler, il faut lutter pour faire tout en français dans cette province bilingue du Canada. Et en Louisiane, le français est une pure langue de cérémonie, de l'expression artistique, de l'enseignement en partie, mais il est en train de perdre complètement ses fonctions primaires en tant que moyen de communication quotidienne. Bon, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la question de savoir ce qu'il en est du statut, des fonctions et de la portée des normes endogènes dans les 3 régions. Alors, pour aborder ce sujet, il est peut-être nécessaire de s'interroger sur le terme même de norme endogène. Le terme a été forgé par Gabriel Mancy, éminent spécialiste du français d'Afrique, décédé il y a une 20aine d'années. Et dans ses divers écrits qu'il a consacrés aux questions de normes, il est intéressant de noter qu'il n'a pas toujours donné la même définition de ce concept. Vous voyez ici 3 citations. Dans un article de 1992, co-signé avec d'autres auteurs, il écrit ceci. Les normes endogènes ne sont pas un ensemble de règles ou de conventions explicitables, ce qui appliquerait la reconnaissance au moins implicite d'une normativité, mais une normalité fondée sur le désir réciproque de communiquer, un accord implicite quant à l'adéquation des modes d'expression et un savoir culturel partagé. Alors, pour faire bref, les normes endogènes sont inconscientes. Dans un article de dictionnaire, 5 ans plus tard, 1997, sa définition est différente. Il n'est de norme endogène que consciente et opposée à une autre norme parallèle appliquée à la même langue, mais réputée exogène. Le contenu linguistique de la première importe peu. Il doit seulement être différent sur certains points que les usagers tiennent pour significatifs de celui de la norme externe. Du coup, la perspective est toute différente. Et dans le même article, quelques pages auparavant, citation numéro 3, les normes endogènes peuvent être formalisées par des gens dont la compétence en matière de langage est reconnue. Alors, on pourrait avoir l'impression que ce monsieur ne savait pas ce qu'il voulait. Mais ce n'est pas le cas. Ces différences s'expliquent précisément par les différentes situations normatives qu'il a envisagées. Donc, ces 3 définitions reflètent la diversité des situations normatives et aussi la dynamique qu'il a observée, surtout en Afrique. Donc, on ne peut pas parler d'une seule norme endogène, mais plutôt de 3 types de normes endogènes, que j'ai appelées les normes endogènes de type 1, 2 et 3. C'est plus facile. Et les normes endogènes de type 1, celles qu'on a trouvées dans la première citation, ça correspond grosso modo à ce qu'on appelle en sociolinguistique les normes objectives.
c'est-à-dire une pratique récurrente sentie comme normale par les locuteurs. Puis, il y a les normes endogènes de type 2, à valeur emblématique, donc des normes endogènes conscientes, partiellement conscientes au moins. Ça correspond à ce qu'on appelle couramment les normes subjectives, c'est-à-dire les représentations idéalisantes des locuteurs. Et puis, il y a aussi, c'est le cas le plus rare, il faut le dire, les normes endogènes de type 3 qui ont été formalisées, codifiées et qui concurrencent à des degrés divers les normes exogènes. Et ça, c'est des normes prescriptives dans la terminologie traditionnelle. Passons maintenant à un bref survol de nos situations francophones en Amérique du Nord. Et j'aimerais bien commencer avec la Louisiane, parce que c'est la situation la plus difficile pour le français. Pendant la période coloniale, qui va de la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe, et au-delà, jusqu'à la fin du XIXe siècle, la population francophone de la Louisiane se composait grosso modo de 3 groupes. Il y a d'abord ceux qu'on appelle les créoles blancs. Ce sont les descendants des premiers colons français, mais aussi ceux qui sont venus s'installer en Louisiane dans la première moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire après que la Louisiane est devenue État des États-Unis, membre des États-Unis. Ces créoles blancs parlaient ce qu'on appelle dans la littérature le français colonial ou le français de plantation, une variété relativement proche du français hexagonal de l'époque, ce qui s'explique par le fait que ces gens voyageaient beaucoup, entretenaient des contacts intenses avec la métropole. Puis il y a les Cajuns, les descendants des francophones chassés de leurs terres en Acadie à partir de 1755 et qui sont venus s'installer en Louisiane. Leur français est très hétérogène, une variété très hétérogène, beaucoup de variations dialectales. Et puis, il y a finalement les créoles noirs, donc essentiellement des esclaves qui parlaient un créole à base lexicale française, c'est-à-dire une variété, une langue qui a beaucoup de ressemblances avec le français des Cajuns sur le plan lexical, mais qui a une grammaire bien différente, si bien qu'il n'y a pas d'intercompréhension entre un créolophone et un francophone. Bon, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe vers la fin du XIXe siècle en Louisiane? À partir de la guerre de sécession, nous sommes donc dans les années 1860, on assiste à l'assimilation massive des créoles blancs et dans une moindre mesure aussi des Cajuns et des locuteurs du créole. Cette assimilation massive due à la pression de l'anglais a causé un effet pervers. La disparition du français des créoles blancs a freiné la standardisation ou la dédialectalisation du Cajun et aussi la décréolisation du créole. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une situation de contact entre une langue dominante, le français par exemple, et un créole à base lexicale française, ce qui se passe normalement, c'est que le créole commence à ressembler de plus en plus au français, donc se perd lentement. Et dans cette situation en Louisiane, du fait de l'absence de la langue européenne, aussi bien le français cajun que le créole ont pu survivre en tant que variété distincte. On constate néanmoins depuis le milieu du XXe siècle une baisse spectaculaire du nombre des locuteurs du français en Louisiane. Je vous ai apporté des chiffres plutôt récents. Selon le US Census Bureau, on avait en 1990 261 000 locuteurs de français, c'est-à-dire des gens qui disaient lors du recensement parler français à la maison. 10 ans plus tard, le chiffre descend au-dessous de 200 000. Et selon les estimations les plus récentes, pour 2013, on est à 126 000 locuteurs du français en Louisiane. Donc, moins de la moitié qu'il y a 23 ans.
Et ça va continuer comme ça. Qu'est-ce qui se passait après? Dans les années 1960, les francophones louisianais qui ont pu résister à l'assimilation ont vécu une prise de conscience spectaculaire de leur situation. Les élites francophones se sont dit, eh bien, le français que nous parlons, ça peut être un atout. Surtout un atout économique dans une société où commence petit à petit ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et à l'instigation de ces membres de l'élite francophone, on a créé le Codophile en 1968, un organisme de promotion du français. Codophile, c'est un acronyme qui fonctionne aussi bien en anglais qu'en français. Ça signifie, si vous voulez, la version française, Conseil pour le développement du français en Louisiane, et en anglais, c'est Council for the Development of French in Louisiane. Ces gens-là, du Codophile, faisaient de la publicité pour le français, pour la cause française en Louisiane, en utilisant, par exemple, des slogans comme « Parler français, c'est de l'argent en poche » ou bien « L'école a détruit le français, l'école doit reconstruire le français ». Ces slogans sont assez éloquents quant à l'esprit qui animait ces gens-là. Donc il s'agissait de promouvoir le français pour des raisons économiques pécuniaires, si vous voulez. Et dans cette logique, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de faire revivre le français grâce à l'enseignement du français international entre guillemets. On a donc fait venir des professeurs coopérants de France, de Belgique et du Québec aussi. J'ouvre une toute petite parenthèse pour dire quelques mots à propos de ce terme de français international, que je déteste, franchement. Parce que c'est un terme qui suggère qu'il y a une variété de français qui n'a pas d'ancrage géographique, c'est-à-dire qui plane, pour ainsi dire, au-dessus de l'espace francophone. Et je ne pense pas qu'il y ait une variété comme celle-là. Toutes les variétés de français ont leur ancrage géographique. Le français de France a son ancrage géographique, le français de Belgique a son ancrage géographique, et ça vaut même pour, par exemple, ma variété de français langue étrangère, qu'on peut très bien retracer à une origine. Le français de France, bien sûr. Donc, je ferme la parenthèse pour continuer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donc littéralement parachuté une variété totalement étrangère aux locuteurs. Totalement étrangère, tout simplement parce que les francophones louisianais, à l'époque, donc dans la première moitié du XXe siècle, n'ont pas eu de contact avec d'autres variétés de français. Ils vivaient dans l'isolement total. Donc, du coup, on pratique cette opération parachutage français international. Et qu'est-ce que ça donne? Un énorme mécontentement, une inadéquation totale de cette norme cible avec les attentes des parents. Parce que qu'est-ce qu'ils voulaient, les parents? Tout simplement que leurs enfants puissent communiquer avec les grands-parents. Or, ça ne fonctionne pas avec le français international, entre guillemets. Ça pourrait fonctionner avec un français de type louisianais. Conséquence, beaucoup de parents ont boudé ces initiatives, n'ont pas envoyé leurs enfants dans les écoles françaises ou d'immersion. Mais le Codophile a d'abord refusé de modifier sa position, ce qui a entraîné des tendances contraires, disons. C'est-à-dire des tentatives de se démarquer le plus fortement possible du français international. Je vais vous montrer un très joli exemple. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire ça. Je peux vous donner... C'est du français, c'est du français. Graphié avec une orthographe qui est basée sur le phonétisme de l'anglais. Donc, si vous lisez ça comme si c'était de l'anglais, vous allez arriver à décrypter ces deux phrases. Il a appris à ranger son char.
Prends-toi un grand verre de lait froid dans le glacière. Heureusement qu'il y a eu aussi des tentatives beaucoup plus modérées. Surtout, le célèbre manuel de français de Patrick Gélé de 1985, qu'est-ce qu'il fait cet auteur? Eh bien, il essaie de réconcilier les deux variétés, le fameux français international et le français parlé en Louisiane. Je ne sais pas si on voit ça très bien. Vous avez donc une colonne à gauche, International French, il fait beau, et l'équivalent en français de Louisiane, ça fait beau. Il pleut, ça mouille. C'est une averse, c'est une avalasse. Il fait froid, ça fait froid. Il fait très froid, ça fait fret. Ou bien, dans l'option leçon 12, qui est consacrée au comparatif, il pleut très fort, le poisson est très bon, le souper est très bon, la rose est très rouge. Louisiana French, ça mouille de manière forte, le poisson est joliment bon, le souper est beaucoup bon, la rose est rouge. Donc, cet auteur, il ménage une place au français vernaculaire, dans une tentative de réconcilier justement ces deux variétés et de ne pas établir un conflit. Après, dans les années 1990, il se forme le Comité du français louisianais, un groupe informel, mais reconnu par le Codophile, donc des intellectuels louisianais se sont réunis, et ils ont essayé d'établir quelques principes pour graphier, pour écrire le français en Louisiane. Le principe principal, c'est de privilégier les convergences avec le français d'autres régions, mais aussi de proposer des formes très marquées par rapport à d'autres variétés de français. Par exemple, écrire les mots du français de Louisiane à la louisianaise. Donc on trouve dans cette tentative de créer une norme des formes comme je vas, ou j'avion, ou fret, graphiées comme ça, et aussi des mots typiquement louisianais comme l'agnappe. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Ça se réfère à un petit cadeau qu'on donne à un client. C'est un mot espagnol à l'origine, emprunt à l'espagnol. Bon, principe suprême pour le comité du français louisianais, éviter le plus possible d'orpheliner le français parlé en Louisiane. Ça veut dire éviter que l'intercompréhension avec d'autres francophones disparaisse. Et ces principes, élaborés par le comité du français louisianais, sont suivis dans les grandes lignes par tous ceux qui, aujourd'hui, écrivent le français louisianais. Le véritable problème de la norme du français en Louisiane n'est cependant pas la graphie, mais la grammaire. Et là, je vais vous montrer un exemple. Pour la variable « il », donc pronom personnel de la troisième personne du pluriel, il y a en Louisiane, selon les régions et selon l'âge des locuteurs, 4 formes différentes qu'on peut entendre. Il, comme en français standard si vous voulez, eux autres, eus ou ça. Alors, qu'est-ce qu'on va offrir, par exemple, dans un cours de français à l'université, à des étudiants venus d'horizons différents? C'est-à-dire des gens qui ont entendu à la maison ça, pour il, d'autres ont entendu eux autres, d'autres encore ont entendu eus. Alors, qu'est-ce qu'on va leur offrir? La question reste ouverte. Il faut peut-être faire preuve de beaucoup de tolérance par rapport à cette variation et ne pas essayer de aller au bout avec la standardisation. Bon, pour résumer rapidement cette première section, nous avons en Louisiane une tension entre le français international, toujours entre guillemets s'il vous plaît, qui est une norme exogène, et le français louisianais, partiellement standardisé comme norme endogène. Mais cette norme endogène est une norme à portée limitée, une norme sectorielle, qu'on suit dans l'enseignement, dans la production artistique et aussi dans la littérature. Et tout ça sur fond de l'absence d'une fonction communicative réelle du français dans la société louisianaise d'aujourd'hui. Je passe à notre deuxième grand foyer, l'Acadie. La situation de l'Acadie aujourd'hui, et si je dis l'Acadie, je me réfère essentiellement au Nouveau-Brunswick.
Donc la situation est à bien des égards semblable à celle du Québec d'avant les années 1970. En quel sens? La religion a complètement disparu comme vecteur de l'identité. Il ne reste plus que la langue, comme pilier d'une identité ethno-linguistique distincte. Les objectifs de la politique linguistique sont semblables également. Parce qu'on veut promouvoir à la fois le bilinguisme et le français. Et l'expérience québécoise a montré, l'expérience québécoise des années 1960 a montré que cela ne marche pas. C'est des objectifs contradictoires. Qui dit bilinguisme dit apprentissage du français par la majorité. Donc ça profite à ceux qui parlent la langue majoritaire. Troisième point, pression massive de l'anglais, comme au Québec dans les années 60. Et en rapport direct avec ça, un bilinguisme asymétrique au niveau sociétal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le taux de bilinguisme est inférieur, et de beaucoup inférieur chez ceux qui parlent la langue majoritaire et dominante. Pour vous donner quelques chiffres, 60%, environ 60% des anglophones du Nouveau-Brunswick, des francophones du Nouveau-Brunswick sont bilingues. 60% des francophones sont bilingues. Le taux de bilinguisme chez les anglophones est seulement de 20%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il est beaucoup plus facile pour un francophone bilingue de passer à l'anglais. Et ça se passe au quotidien. Mais il y a aussi, il n'y a pas que des ressemblances avec la situation du Québec, il y a aussi des divergences, et des divergences importantes, qui ont trait à la dynamique de l'évolution du français vernaculaire. Et on a deux tendances, on observe deux tendances différentes. D'une part, une dédialectalisation, standardisation, c'est-à-dire que les Acadiens, parlent un français plus normatif aujourd'hui qu'il y a 50 ans, mais d'un autre côté, une espèce d'expansion ou de revalorisation du chiac. On a déjà entendu parler du chiac aujourd'hui. Comment expliquer la dédialectalisation, la standardisation? Le fait que le français acadien est beaucoup plus proche du français standard de type européen, disons comme ça, qu'il y a 50 ans. Les facteurs sont au nombre de 3. Le système éducatif y contribue pour beaucoup, les médias et bien sûr l'intensification des contacts avec d'autres francophones, surtout avec le Québec. Donc, on peut diagnostiquer un certain ascendant, et je dirais aussi un ascendant certain, du français de France et surtout du français du Québec sur le français acadien. Ou pour citer une des meilleures spécialistes de la situation du français en Acadie, Annette Boudreau, que vous allez entendre dans quelques semaines aussi dans le cadre de ce séminaire. Je cite, « Les Acadiens pratiquent lorsque nécessaire ce qu'il conviendrait d'appeler un standard acadien, qui se rapproche du standard québécois, tel qu'illustré par l'exemple dans la parution récente du dictionnaire Usito, mais qui s'en différencie sur le plan phonétique. » Qu'en est-il du chiac? D'abord, qu'est-ce que le chiac? Question extrêmement difficile et je n'ai pas de réponse arrêtée. On peut adopter deux perspectives différentes. Une perspective intralinguistique et selon cette perspective, on peut définir le chiac comme une variété caractérisée par l'intégration et la transformation dans une matrice française de formes lexicales, syntaxiques, morphologiques et phoniques de l'anglais. On y trouve également des traits dits archaïques. Donc un code mixte, une variété hybride métissée. Dans une perspective sociolinguistique, il y a deux visions qu'on peut voir dans le paysage, pour ainsi dire. Pour certains, ou certains observateurs disent que le chiac, c'est un troisième code à côté de l'anglais et du français. Troisième code ici, ça veut dire que le répertoire des Acadiens se compose de 3 langues ou variétés, français, anglais, plus chiac. Et ce troisième code
il obéit aussi à ses propres règles. Il a ce qu'on pourrait appeler une espèce de grammaire à l'état embryonnaire. Donc des régularités qui ne peuvent pas s'expliquer par le français, ni par l'anglais, d'ailleurs. Bon, pour certains, c'est donc un troisième code à côté de l'anglais et du français. Pour d'autres, par contre, c'est une variété qui fait partie du continuum du français en Acadie, plus précisément de la région de Moncton. Donc le chiac, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur du français. D'accord? Le chiac, le terme a été d'ailleurs popularisé à la fin des années 1960 grâce à un documentaire, L'éloge du chiac, 1969-70. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, très bien. Donc le chiac a fait l'objet d'attitudes extrêmement ambivalentes ou ambiguës. On a d'un côté une profonde stigmatisation de cette variété, parce qu'elle est perçue comme le symbole même de l'aliénation linguistique et culturelle par certains membres de la communauté linguistique. Mais on a aussi, à l'autre bout de l'éventail des attitudes, un discours revendicateur et d'appropriation créatrice, si bien que le chiac se transforme partiellement en emblème identitaire. Et cette transformation est justement basée sur l'idée que le chiac fait partie du continuum français. Et j'aimerais bien illustrer ces deux attitudes très divergentes par deux vidéos que j'aimerais bien vous faire regarder. La première est rigolote, marrante, je dirais, et elle nous montre, ou elle nous présente le chiac comme un code qui dépasse et l'anglais et le français pour, finalement, à plus ou moins brève échéance, remplacer les deux langues, se substituer à l'anglais et au français. Ce n'est pas à prendre totalement au sérieux, je vous préviens. Le Canada, quand on y pense, c'est deux solitudes. Tu as les anglophones et les francophones. Puis l'idée, vraiment, c'est de prendre ces deux solitudes-là pour en faire une seule solitude. J'ai croisé la street. Tout est là. Moi, je pense que le problème, c'est notre Alexis, un anglais qui parle français, c'est parce qu'il n'y a pas. C'est la même chose pour un français qui parle avec un anglais. Fait que là, si tout le monde parle on élimine la peur. C'est pour ça que, fin des années 80, début des années 90, le gouvernement Mulroney a sorti un programme secret pour convertir la population au complet au chiac. Avec le programme Chiac pour la Whole Gang, le gouvernement canadien prenait une espèce de tournant vers l'universel. C'est-à-dire qu'un Québécois de Sorel pouvait jaser avec un redneck de Moose Jaw, tout le monde allait se comprendre. C'est tout le pays qui en fait. J'ai croisé la street. C'est merveilleux. Tout l'appareil complet, la langue, la mâchoire, c'est tout l'appareil chez tous les humains. Donc c'est possible, anglais, français ou peu importe la langue, de pouvoir bien parler le chiac. Quand Brian Mulroney était premier ministre, il a construit une sorte d'université du chiac. Ça, c'était à au sud-est du Nouveau-Brunswick. C'est là vraiment que la rééducation a commencé de façon expérimentale. J'ai wiré, ma satellite dish, avec mes bonnes mains. Radio-Canada fait partie de l'espèce d'effort pour convertir la population au chiac. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est official, les Forest Rangers ont craqué down sur ceux-là qui jappent du deer dans le bout de la renousse. Mike Nugg avec des Pairs. Toute petite remarque. Abbé Lantaigne, c'est quelqu'un qui parle un français très, très normatif sur les ondes. Donc c'est pas comme il parle. J'étais pas vraiment into it. But then j'ai totally guetté pourquoi c'était la only way. On pense que d'ici 2016, en plus des provinces de l'Atlantique, le Québec, l'Ontario, puis une partie de la Saskatchewan sont entièrement convertis au chiac. Puis d'ici 2027, le Canada sera le seul pays à avoir adopté le chiac comme langue officielle. Allume la light.
Maman est right proud de toi. High five. Il y a une chose qu'on sait, le chiac, c'est right la fun. C'est right la fun. J'ai crossé la street. C'est parfait. Donc, le chiac, c'est right, le fun. Mais pas pour tout le monde. Et vous allez le voir dans la deuxième vidéo, où on voit le chiac qui est perçu comme une véritable menace. Regardez. C'est un reportage de Radio-Canada Moncton de 2013. Au Nouveau-Brunswick, maintenant, il y a un film qui a été réalisé par des jeunes de l'école Abbey Landry à Memramcook qui ne sera finalement pas présenté dans d'autres écoles. La vidéo a été réalisée et jouée par les jeunes. Elle traite de l'intimidation, mais le district scolaire francophone refuse d'endosser cette distribution en raison de l'utilisation du chiac. Sophie Desautels. Chris Leblanc réalise des films depuis un quart de siècle. Au printemps, le cinéaste a aidé des jeunes de l'école Abbey Landry de Memramcook à faire une fiction d'une vingtaine de minutes qui traite de l'intimidation. Surtout quand tu travailles avec des jeunes, la situation de l'intimidation, je voulais enlever certains des filtres de la langue parce que mais c'était quand même, j'allais quand même dans mon vieux high school à Abbey Landry, puisque j'avais été moi en 85. Puis, je me rappelle que je me sentais intimidé par le fait que je parlais mal, que je parlais shit. Il a présenté le film au district scolaire pour voir à ce qu'il soit distribué dans les autres écoles, mais il a essuyé un refus. On avait des scènes de désespoir, de dépression, puis des choses comme ça. Fait que je checkais beaucoup avec Mme Carey, la directrice, pour faire sûr qu'on était kosher, que ça passait, qu'on n'allait pas passer la ligne. Puis jamais que j'ai cru que c'était le chiac qui serait la ligne qu'on allait croiser. Au district scolaire, on affirme que c'est pour des raisons de qualité de la langue et non la qualité du projet qui fait qu'on a pu l'endosser. Lorsqu'ils nous ont demandé de l'endosser comme une vidéo dans laquelle on pourrait faire la promotion contre l'intimidation, c'est là que nous avons refusé puisqu'il y avait beaucoup d'usage du chiac à l'intérieur de la vidéo. Selon Chris Leblanc, le débat nuit à l'identité des Acadiens du sud de la province et empêche des milliers de jeunes d'être sensibilisés aux conséquences de l'intimidation. Si on travaille avec et qu'on accepte pour le chiac dans le sud-est, on va faire créer un stigma puis un tabou sur la façon qu'elle parle. Pour moi, ça pourrait être un deuxième projet qu'il décide de faire. De se dire qu'il initie un deuxième projet parce qu'il veut en faire un outil promotionnel. Au district scolaire, on affirme qu'on sera heureux d'appuyer la distribution du film s'il est refait en utilisant un français standard. Reste à voir si les jeunes auront le courage de tout recommencer. Ici Sophie Desautels, Radio-Canada, Moncton. Bon, obsession pour la qualité de la langue. Au détriment d'un projet qui peut aider les jeunes. Bon. J'aimerais bien résumer aussi cette partie-là. Nous avons donc en Acadie une norme endogène non codifiée de type 1 et 2, proche du français québécois. C'est ce fameux standard acadien dont parle Annette Boudreau. Et nous avons le statut ambigu du chiac, qui est pour certains aussi une norme endogène de type 1, donc une pratique récurrente sentie comme normale, ou pour reprendre les paroles de Chris Leblanc, la façon que everybody parle. Bon, quittons aussi l'Acadie pour arriver finalement au Québec, notre troisième grand foyer. Le Québec a vu dans les 30 dernières années plusieurs tentatives d'expliciter la norme endogène en matière lexicale. Vous connaissez sans doute ces dictionnaires. Le dictionnaire du français plus de 1988, le dictionnaire québécois d'aujourd'hui 1993 et le plus récent, Usito, en ligne depuis 2013. Ces trois dictionnaires ont suscité des débats houleux, des polémiques parfois très violentes, où on a vu s'affronter pour l'essentiel deux camps. D'un côté, ceux qui ne cessent d'affirmer que les francophones québécois veulent le français international comme norme cible, que c'est cette variété-là qui coiffe, pour ainsi dire,
le continuum diaphasique au Québec, et ceux, de l'autre côté, qui sont d'avis qu'une entreprise qui vise à expliciter, à codifier ses propres normes est quelque chose d'absolument normal, aussi au vu des tentatives qui ont été entreprises dans d'autres langues, par exemple en anglais américain, en espagnol, en portugais. Donc, je ne veux pas m'attarder longuement là-dessus, mais quitter le domaine lexical pour me pencher sur la question d'une norme de prononciation ou d'une norme du français parlé. Et j'aimerais bien vous offrir quelques éléments de réponse pour 3 questions. Qu'est-ce qu'un standard parlé? Comment peut-on le définir? Et troisièmement, si l'on veut définir le standard parlé au Québec, quels sont les problèmes spécifiques à un tel projet, s'il y en a? Vous avez peut-être remarqué à la façon dont j'ai formulé la 3e question que c'est plutôt une question rhétorique, parce que je pense qu'il n'y a pas de problème spécifique à la définition d'une norme parlée pour le français québécois. La problématique est quasiment la même dans d'autres situations. On va le voir. Si on veut s'approcher du standard parlé, il y a 2 approches possibles. Premièrement, une approche basée sur l'usage. Donc, définir le standard parlé à partir de l'usage. Ceux qui adoptent cette approche s'appuient souvent sur l'usage de ce qu'on appelle parfois des locuteurs modèles. Grosso modo, les élites socioculturelles. Donc le standard parlé, c'est la façon de parler des élites socioculturelles à l'intérieur de la société. Puis on fait intervenir un 2e paramètre, l'usage dans certaines situations. Pour l'essentiel, des situations formelles, c'est-à-dire les situations dans lesquelles la distance physique ou symbolique entre les partenaires du discours est importante. Et les situations dans lesquelles les locuteurs se surveillent leur propre pratique langagière. Et très souvent, et ça vaut pour presque toutes les langues du monde, que je sache, on fait intervenir aussi un paramètre diatopique, donc on lie l'usage à une certaine région. Dans le cas du français, c'était traditionnellement Paris, mais vous avez ça dans d'autres langues aussi. Par exemple, dans ma langue maternelle, en allemand, on dit toujours que le meilleur allemand se parle. Dans quelle ville, Christine? Qu'est-ce que tu dirais? Le grand mythe de l'allemand, du bon allemand, Hanovre, la ville d'Hanovre. Ou bien, pour l'italien, on mentionne souvent Pise. Pour l'espagnol, aux Amériques, on mentionne souvent Bogota. Donc, ce type de mythe, ça existe dans presque toutes les langues de culture. Vous avez ici aussi la fameuse définition du français standard d'ici de l'Association québécoise des professeurs de français. Et les auteurs de cette définition ont bien intégré un de ces paramètres, à savoir celui de la situation. Le français standard d'ici est la variété de français socialement valorisé que la majorité des Québécois francophones tendent à utiliser dans les situations de communication formelle. Donc, le paramètre diaphasique, stylistique est là. Et les auteurs ont intégré un autre paramètre, celui du prestige social. OK? Donc, si on se lance dans une approche du standard parlé basée sur l'usage, on arrive aux normes descriptives des productions. La 2e approche est celle basée sur les ouvrages de référence. Selon cette approche, est standard ce qui est consigné dans les dictionnaires, dans les grammaires, dans les traités d'orthoépie, dans les dictionnaires de prononciation. Et dans le cas idéal, on aboutit à un recoupement total ou maximal de ce qu'on trouve dans les ouvrages de référence avec les normes subjectives des locuteurs. Donc, les ouvrages de référence comme miroir fidèle de l'imaginaire linguistique des locuteurs. Alors, quels sont les ouvrages de référence pertinents ou théoriquement pertinents pour le français parlé? Eh bien, je vous propose une petite liste des ouvrages qui ont jalonné le XXe siècle, de Martinon 1913 à Léon
et collègues 2009, en passant par Gramont, Fouché, Martinet-Walter, Leron, etc. Et j'ai inclus aussi 2 ouvrages québécois des années 60, donc de cette période, où l'heure était à l'orthodoxie parisienne. Donc ces 2 ouvrages, Gendron, Phonétique orthophonique à l'usage des Canadiens français, et Bergeron, ces 2 ouvrages n'ont plus aucun impact aujourd'hui pour la prononciation du français au Québec. Mais vous avez dans cette liste un dictionnaire de prononciation imprimé chez moi c'est en vert, Warnon, Léon, qui a eu une certaine importance au Québec parce que le comité linguistique de Radio-Canada s'appuyait sur ce dictionnaire pour ses recommandations quant à la prononciation sur les ondes. Bon, si on lit attentivement les préfaces, les introductions de tous ces dictionnaires de prononciation, pardon, on constate que leurs auteurs font appel à une couche porteuse du standard, donc fondent leur prescription sur l'usage de certaines personnes dans la société. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est la même couche porteuse que si on se lançait dans une approche basée sur l'usage. Donc, en théorie, il ne devrait pas y avoir de divergence entre les résultats des 2 approches. Parce que tant les gens qui restent fidèles à l'approche basée sur l'usage que les autres se réclament de la même couche porteuse pour définir leur prescription. Mais il y a des divergences massives. Et je pense que les divergences sont massives dans toutes les sous-communautés, donc indépendamment du lieu où on se trouve. En France et au Québec, la situation est à peu près la même. Donc, ce que j'aimerais bien vous montrer dans le temps qui me reste, c'est ce décalage entre les ouvrages de référence, c'est la partie franco-française de ce 3e volet de ma communication, et les normes subjectives, c'est le volet québécois de cette dernière partie, et l'usage des locuteurs modèles. Et pour ce faire, j'ai choisi 2 interviews. La première réalisée en France et la deuxième au Québec. On a dans les 2 cas 2 personnages de la vie publique en interview, dans une situation très formelle. Et pour commencer, j'aimerais bien vous faire regarder et écouter 2 extraits un peu plus longs, d'environ 2 minutes, pour que vous puissiez vous convaincre que ces gens, non seulement les Québécois, mais aussi les 2 Français, parlent très bien, s'expriment avec aisance, ont un vocabulaire très riche, font attention à leur manière de parler français. Écoutez, s'il vous plaît. Avec de nouvelles formes de terrorisme, c'est vrai qu'il s'est fait. Est-ce que vous avez compris vite qu'il y avait un lien entre les 2 affaires et qu'au fond, ce n'étaient pas des loups isolés ou en tout cas des fous qui agissaient, mais des hommes organisés qui avaient des cibles? Nous l'avons compris hier soir qu'il y avait un lien entre le massacre barbare, Charlie Hebdo, les journalistes qui ont été assassinés, cette psychologue, cette personne qui était présente dans la rédaction, cet agent de service, ce policier, ces 2 policiers qui ont été exécutés, et cette policière municipale à qui aussi je veux rendre hommage. Je sais que Montrouge et la Guadeloupe la pleurent également à Montrouge. Oui, il y avait un lien et l'enquête devra maintenant démontrer la précision de ce lien. Je pense que ça suffit. Donc les 2 parlent très bien. C'est d'ailleurs une interview qui a été réalisée au lendemain des attaques contre Charlie Hebdo, en janvier 2004. Donc les 2 parlaient devant 20 millions de Français qui étaient devant leur télé. Donc situation très tendue, crispée, formelle. La deuxième interview est celle de Mélanie Joly, ministre du Patrimoine, interviewée par Patrice Roy en octobre 2015, peu après l'entrée en fonction de la ministre. Parité et diversité, ça nous est apparu comme une évidence, comme c'était très très clair. Justin Trudeau a parlé après en conférence de presse en disant ben, c'est le Canada de 2015. Alors, on vous a donné le patrimoine canadien. Comment vous voyez votre nouveau défi? Comment vous voyez ce ministère-là? Puis,
Donnez-moi la priorité que vous aurez dans les 10 prochains jours, par exemple. Mais vous savez, le ministère du patrimoine canadien des langues officielles, après 9 ans de gouvernement conservateur, c'est le ministère des symboles. C'est le ministère, en fait, du progressiste, de présenter exactement une nouvelle vision, de retisser des liens avec... Je m'arrête là pour gagner un peu de temps. Dans ce qui suit, j'aimerais bien vous montrer certains des écarts de ces locuteurs par rapport à une norme idéalisée qui est consignée dans les ouvrages de référence. Et je vais me focaliser sur ce qu'on appelle les facilités de prononciation. C'est un terme aussi mal choisi que français international parce qu'il suggère qu'il y a deux types de prononciation. Une prononciation soignée, sans facilité, une bonne prononciation, et une moins bonne prononciation à laquelle on a appliqué ces facilités, alors que dans une perspective historique, c'est l'inverse. Les prononciations avec les facilités sont les prononciations plus anciennes et qui étaient très prestigieuses il y a 300 ans. Okay? Donc, un de ces phénomènes, c'est la simplification de groupes consonantiques en position finale. Écoutez. À un moment ou l'autre, nous pourrions être frappés. À un moment ou l'autre, nous pourrions être frappés. Donc, il supprime le R dans cette position. Mais pas toujours. Que nous voulons vivre ensemble. Que nous voulons vivre ensemble. Là, le R, après la fricative, est là. Là aussi. Dans la réalité. Doit vivre dans Ça doit vivre dans la réalité. On a la même chose, le même phénomène chez Claire Chazal. Poursuivre les événements. Poursuivre les événements. Poursuivre les événements. Alors, quels sont les contextes dans lesquels on observe la suppression ou la non-suppression du L et du R? Être frappé, donc devant consonne, à l'intérieur d'un syntagme. Suivre les événements, même contexte. Vivre ensemble, devant voyelle, pour vivre, donc le R se conserve. Et en position finale absolue, le L disparaît. Vivre ensemble. Et dans vivre dans la réalité, nous avons la conservation du R en position finale devant consonne à l'intérieur d'un syntagme. Et ça, c'est dû à l'emphase. Il veut mettre l'accent sur vivre, donc il doit prononcer tous les sons. Quel est alors le point de vue des observateurs professionnels, des auteurs de dictionnaires de prononciation, etc. Voyons. Leron, dictionnaire de la prononciation. La prononciation la plus naturelle d'une phrase comme « ouvre la fenêtre » et « ouvre la fenêtre ». Voici des exemples de mots comprenant chacun des groupes, c'est-à-dire PLE, TRE, en question, la prononciation retenue dans le dictionnaire étant suivie de l'autre. Capable et capable, exemple et exemple. Donc cet auteur, il est d'avis que c'est une prononciation totalement naturelle, donc celle qui supprime le L ou le R en position finale, et conformément à cette vision, il enregistre les deux prononciations dans son dictionnaire. Autre point de vue. Léon, la prononciation du français. Le R français tombe souvent dans les groupes consonne plus R plus consonne, comme dans un maître d'école. Personne ne s'en offusque dans la conversation familière, même en public. Bernard Pivot le fait souvent dans ses émissions. Mais la chute du R choc dans les groupes consonne plus R plus consonne, non. Mais la chute du R choc dans les groupes consonne plus R plus voyelle, ou en finale, comme dans un met en colère, où c'est un beau met. De même, une table de nuit est normale, mais en finale, une table, surtout si le B final est prononcé nettement, va paraître populaire. Donc, être frappé, c'est naturel selon Leron, mais ça relève de la conversation familière, même en public, selon les deux Léon. Suivre les événements, même chose, naturel, pour l'un, conversation familière, même en public, pour les autres. Et quant à ensemble, naturel pour Leron, choc, ça choque, et c'est populaire selon Léon et Léon. Donc, à qui se fier? Analysons un autre phénomène, qui est aussi une facilité de prononciation, c'est le traitement ou la prononciation du pronom « il » au singulier et au pluriel.
Ah non, j'ai oublié quelque chose. J'ai encore un autre point de vue sur la simplification des consonnes en position finale. Bernard Lax, de la variation et des variantes, c'est un phonologue français relativement connu. Il dit ceci dans un article de 2000. On admettra que les prononciations livre, fenêtre, 4 pour livre, fenêtre, 4 sont profondément déclassantes et marquent aujourd'hui les styles les plus populaires et les moins surveillés. Donc on a toute la gamme des opinions, normales jusqu'à profondément déclassant. Donc, deuxième phénomène, la prononciation du pronom il au singulier et au pluriel. Qu'il y avait un lien. Aussi chez Valls. Nous ne savons pas s'ils étaient partis. S'ils étaient partis. Mais pas toujours. Ils ont agi de manière coordonnée. Ils ont agi de manière coordonnée. Et cette phrase, je l'aime beaucoup, parce que ici, Valls réalise les trois possibilités pour le pronom il. I, suppression, et il, à l'intérieur d'une même phrase. Il faut le faire aussi sans précipitation. Il ne faut pas inventer de nouvelles mesures parce qu'il y aurait eu ces actes. OK. Encore une fois, quel est le point de vue des observateurs professionnels, des auteurs de dictionnaires de prononciation, etc. Léon, dans la conversation familière, même publique, il, c'est-à-dire le L, tombe presque toujours devant consonne, comme dans « il pleut beaucoup ». Léon et collègues, 2009, phonétique du FLE. Dans la langue familière, il, le L, tombe dans les pronoms il et elle devant consonne. Elle vient et il sait sont prononcés, elle vient et il sait. Françoise Gadet, syntacticienne et sociolinguiste, dans son fameux « Le français ordinaire », la chute du L du pronom il, fréquemment dénoncée comme changement stigmatisé en cours, remonte en fait à l'ancien français. Elle est, en français standard, réservée à la position préconsonantique. Donc, ils ont agi et il faut, ça serait, selon Léon, bon pour la conversation familière, même publique. C'est de la langue familière pour Léon et collègues 2009, et c'est du français standard pour Françoise Gadet. Donc là encore, on a pas mal de variations dans les évaluations. Rigel, grammaire méthodique du français. Autre point de vue, dans le registre de la langue familière orale, certaines de ces locutions perdent souvent leur pronom impersonnel. Il y a du peuple, il ne fallait pas y aller, il s'agit de ne pas se tromper, pas question de renoncer. Langue familière orale. Grevis-Gauss, un point de vue un peu plus sévère encore, dans la langue parlée, et surtout dans la langue populaire, le pronom personnel est souvent omis, particulièrement avec y avoir et falloir, mais aussi avec d'autres verbes. Petite synthèse, il ne faut pas inventer de nouvelles mesures. Dans la bouche de Valls, c'est donc de la langue familière orale, pour Rigel et collègues, et c'est de la langue parlée qui côtoie la langue populaire, selon Grevis et Gauss. Passons au Québec. Pour le Québec, on ne peut pas faire exactement la même chose, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dictionnaire de prononciation pour le français québécois. Mais il existe toute une série de travaux de qualité sur la perception des variantes phonétiques du français québécois. Vous avez tout en bas les travaux principaux et vous voyez que votre professeur est l'auteur d'un de ces travaux. Selon ces travaux, on peut classer les phénomènes grosso modo en trois groupes. Il y a les traits standards, à propos desquels tout le monde est d'accord que c'est du bon français au Québec. Donc, par exemple, l'assimilation de T ou de D ou le relâchement des voyelles hautes. Pas de discussion là-dessus. Puis il y a les traits dont le caractère standard est un peu douteux. On n'est pas sûr. Et les locuteurs ne sont pas sûrs si c'est bon ou pas. Par exemple, le dévoisement ou la chute des voyelles inaccentuées, ou la voyelle nasale en réalisée de façon relativement fermée. Puis il y a les traits très clairement familiers ou très familiers, et finalement les traits traditionnellement stigmatisés. Et je vais me focaliser dans ce qui suit sur ce que vous voyez imprimé en rouge. Donc des traits familiers ou très familiers et des traits traditionnellement stigmatisés. Et vous allez voir qu'on va les retrouver chez nos deux locuteurs québécois. Donc ça tient dans votre esprit, vous allez vous battre pour le Conseil des arts, par exemple, c'est de rétablir à 360 millions, je crois, et le Conseil des arts, donc qui fait vivre pas mal d'artistes au pays,
Donc, c'est quasi systématique la simplification en position finale chez les deux locuteurs. Là encore, on a cette simplification plus la réalisation de la voyelle nasale en d'une manière relativement fermée. Oui, mais vous pouvez être sûr que je vais être une fois forte au Conseil des ministres pour s'assurer justement qu'on a un respect de notre patrimoine canadien, qu'on a un respect de nos artisans. OK. On a aussi des diphtongaisons relativement fortes chez les deux locuteurs. En temps et lieu, on pourra prendre des décisions qui sont importantes. Une grande députation au sein d'un gouvernement libéral. Réalisation du A final qui se rapproche un petit peu du O ouvert. J'ai mis ici comme symbole phonétique le O ouvert, même si ce n'est pas tout à fait correct. Mais je n'ai pas de symbole pour ce qui est entre les deux, entre le A vélaire et le O ouvert. Mais au-delà de ça aussi. Et puis, pour terminer, quelques exemples glanés au hasard, plutôt. Comment vous voyez les choses? Donc, deux phénomènes. Une interrogative traditionnellement condamnée par la grammaire normative du français, donc il faudrait l'inversion, ou bien est-ce que, et une diphtongaison. Chez Mélanie Joly, une forme verbale ancienne, prestigieuse il y a 300 ans, mais aujourd'hui un peu moins, peut-être. Pourquoi ça ne marche pas? Entendu, je vais avoir l'occasion de... Je vais avoir l'occasion. Entendu, je vais avoir l'occasion de... Et une deuxième fois. Vous pouvez être sûr que je vais être une voix forte au... OK. Alors, comment peut-on s'expliquer ce décalage, aussi bien chez les deux Français que chez les deux Québécois? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai fait écouter l'interview française à des collègues français, sans leur dire pourquoi ça m'intéresse, pourquoi je leur demande de l'écouter. Et mes collègues français, mes amis français m'ont dit « ces deux personnes parlent très très bien ». Mais si on mesure leur français à l'aune des travaux, des ouvrages de référence, l'image est différente. Alors, comment s'expliquer cette divergence? J'ai trois hypothèses et je pense que les trois sont pertinentes. Premièrement, la codification est trop rigide et ne tient pas compte du fait que les locuteurs modèles, donc ceux qui appartiennent aux élites socioculturelles, ont recours, même dans les situations les plus formelles, à des traits familiers, voire populaires, et ce, sans s'exposer au risque de se faire blâmer. Donc, on peut prononcer fenêtre, artis, ensemble, et on ne se fait pas blâmer. Deuxième point, la codification est trop conservatrice. Le standard a évolué. Le standard n'est pas une entité stable à travers le temps. Ça change. Et puis, troisième point, la base de la codification est trop étroite ou trop idéalisée. C'est-à-dire, la couche porteuse est en réalité plus ample et beaucoup moins homogène qu'on aime le croire. Premier point. Ce qui est important, c'est de se rappeler que l'écart par rapport à un modèle peut avoir une plus-value pragmalinguistique ou rhétorique, ou dans les termes de Françoise Gadet, il n'y a pas toujours homogénéité diaphasique et la flexibilité peut moduler finement le message. Donc c'est fonctionnel. Les écarts sont souvent fonctionnels. Seul problème pour nous, en tant qu'observateurs impartiaux des faits langagiers, quel sens mettre sur les variantes? On est souvent réduit à établir des corrélations. Je peux vous donner un exemple concret de cette interview de Valls avec Claire Chazal. Il y a un passage dans cette interview où Valls évoque les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, et il conjure, pour ainsi dire, l'union des Français autour de ces valeurs. 3-4 phrases. Dans ces 3-4 phrases, la négation est toujours complète. Alors que dans le reste de l'interview, le « ne » manque très souvent. Alors pourquoi est-ce qu'il réalise toujours le « ne » dans ce passage? On peut établir cette corrélation, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Deuxième point. L'usage des locuteurs modèles
a un effet légitimant pour certaines variantes, qu'elles soient anciennes, donc des archaïsmes, ou nouvelles, des innovations. Donc, par exemple, prescrire aujourd'hui pour le français 4 voyelles nasales, pour le français de France, je veux dire, ou bien exiger la distinction entre E fermé et E ouvert dans « je chanterai » versus « je chanterai », ou bien tolérer aujourd'hui seule une prononciation sans antériorisation, donc monopole au lieu de monopole, hein, ou bien s'attendre à ce qu'un locuteur québécois évite la sibilation, donc dise difficile au lieu de difficile, tout cela irait dans le vide, tout simplement parce que ces variantes sont légitimées par les locuteurs qui appartiennent aux élites socioculturelles. D'ailleurs, je pense que la norme de prononciation du français est composée de plusieurs couches diachroniques. Donc, si vous pensez aux voyelles nasales, c'est tout à fait légitime d'avoir 4 voyelles nasales en français, mais c'est aussi légitime, donc c'est l'ancien système, mais c'est tout à fait légitime aussi d'avoir seulement 3 voyelles nasales. Il y a plusieurs couches diachroniques à l'intérieur de la norme. Troisième point, et dernier point, Manuel Valls et Mélanie Joly ont quelque chose en commun, et Claire Chazal et Patrice Roy également. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, Valls et Mélanie Joly, ce sont des personnages de la vie publique dont le profil professionnel implique la prise de la parole en public. Ça fait partie de leur travail quotidien, prendre la parole en public. Mais Claire Chazal et Patrice Roy, ils font la même chose, mais ils ont reçu une formation à cet effet. Ça, c'est la différence fondamentale. Ici, on analyse les 2 interviews en détail, on constate que les 2 professionnels de la parole, Chazal et Patrice Roy, parlent un français beaucoup plus normatif que Manuel Valls et Mélanie Joly. Donc, c'est dû à leur formation. Donc, alors, qu'est-ce que le français standard parlé, en fin de compte? Je dirais que c'est un français vernaculaire qui est modifié dans la bouche des locuteurs modèles. Il y a une influence relativement forte du français standard écrit et l'influence des codifications officieuses, on l'a bien vu, on peut la négliger pratiquement. En guise de conclusion, j'ai encore 2 minutes, 3 minutes? 2, ok. Non, ça suffit, ça suffit. En guise de conclusion, à la différence du standard écrit, le standard parlé ne saurait être appréhendé comme une entité stable et homogène. Il aura toujours des frontières brouillées. Ce n'est pas comme l'écrit. Deuxième point, le degré de conformité aux normes idéalisées de la correction linguistique et l'adéquation entre forme linguistique et situation. Donc, qu'est-ce qui peut se dire dans telle ou telle situation? Ça se négocie souvent en situation et de manière implicite. Et troisième point, le standard parlé doit être conçu comme une variété caractérisée, a priori, par une micro-variation diaphasique, qui se traduit par exemple dans l'emploi dosé, très dosé, de traits familiers à côté de traits soutenus, et ce même, comme on l'a vu, à l'intérieur d'une phrase ou d'un énoncé. Et pour boucler ma boucle, un petit mot de la fin. Ce genre de problématique, on peut le discuter dans le cas du Québec, mais ça serait une discussion de luxe dans le cas des autres situations de francophonie nord-américaine. Parce que le français, les francophones dans les autres régions ont d'autres soucis que la norme de prononciation. Je vous remercie de votre attention si soutenue. Merci. Donc, merci beaucoup. On a un léger retard, mais comme vous savez, ce n'est pas dû à nous, vraiment. Et moi, je n'avais pas vraiment regardé combien de temps on était à l'extérieur. Donc, on va quand même se permettre une période de questions. Alors, je vous passe la parole. Et il y a quelques étudiants de mon cours de normes et usages ici qui ont sûrement beaucoup de questions. Je regarde dans cette direction. Il y avait des éléments qu'on avait abordés en classe, mais d'une façon un peu différente, qui nous donnent encore
des nouvelles idées finalement. Alors, puis évidemment, j'invite tout le monde à poser des questions. Est-ce qu'on a des questions en ligne, Frédérica? Oui? En attendant, on pourrait peut-être en prendre une. Donc, il y a... Excusez-moi, je vais peut-être massacrer le nom. Fawaz Aya qui nous dit « Bonjour à tous. Donc, intéressante présentation. J'ai beaucoup apprécié la partie concernant l'évolution du français en Louisiane en dépit de quelques interruptions. » Donc, elle a 3 questions qui sont relatives au chiac. Donc, première question, peut-on le définir comme une forme d'argot? Je dirais qu'au début, c'était peut-être quelque chose qu'on pouvait rapprocher du concept d'argot, donc un sociolecte. Argot au sens de sociolecte, langage de groupe. Aujourd'hui, ce n'est plus un sociolecte. Comme le disait Chris Leblanc, la façon que everybody parle. Tous les jeunes parlent comme ça. Pas qu'un petit groupe à l'intérieur de la société acadienne. Donc, plutôt pas. Ensuite, il voulait savoir s'il est comparable au Nuchi qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Il faudrait d'abord éclairer ce qu'est le Nuchi. Le Nuchi, c'est une variété métissée, hybride, en Côte d'Ivoire, qui a son origine dans les groupes de malfaiteurs, dans les groupes de jeunes. Donc ça, c'était au départ un argot qui a connu une certaine expansion à l'intérieur de la société ivoirienne. Donc c'est un cas comparable à la situation du chiac, oui. Et dernière question, est-ce un parler dont le nombre de locuteurs est en croissance au Canada? Je dirais que oui. Donc c'est cette expansion dont j'ai parlé, en dépit de la critique qu'on a vue. Est-ce que c'est tout en ligne? OK. Maintenant dans la salle. Bon, OK. Oui, mais est-ce que ça passe quand même? Oui, il faut penser aux gens en ligne. Pensez-vous que le chiac est parlé, comment je dirais, c'est pas pareil avec un micro, hein? Est-ce que ça serait quand, disons, des francophones sont avec des anglophones, mais tout le monde sait que tout le monde est à peu près bilingue, donc on utilise le chiac à la place de, disons, si je suis juste entre francophones, alors je vais utiliser le français un peu plus. Non? C'est une variété qui est utilisée entre francophones, entre les jeunes francophones. Disons, moi, je rencontre quelqu'un du Nouveau-Brunswick, puis là, je jase avec. Je pense qu'il va faire un peu plus attention pour... Bien sûr. Pas trop que ça paraisse. Bien sûr, si un Acadien tombe sur un Québécois, par exemple, il ne va pas parler chiac tout de suite, bien sûr. Pas tout de suite. OK. Parfait, merci. Une autre question? Bonjour, Xavier Darras. J'ai une question qui sort peut-être un peu du cadre de votre présentation, mais je pense que vous pouvez quand même nous dire des choses intéressantes à ce sujet-là. Donc, vous enseignez en Autriche, si je comprends bien. J'ai eu l'occasion d'aller en Autriche et je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes entre la situation de l'allemand en Autriche par rapport à l'Allemagne et la situation du français au Québec et en France. Du point de vue, du nombre de locuteurs des deux endroits, de la diphtongaison, de la variation, et je me demandais si vous aviez déjà eu des réflexions à ce sujet. Je vais être très, très, très franc. La situation dans laquelle je vis depuis ma naissance, donc j'ai grandi en Autriche, c'est précisément cette situation qui m'a fait m'occuper de la situation du français québécois par rapport au français de France. Donc c'est le côté biographique de ma présentation, pour ainsi dire. Donc vous avez tout à fait raison, il y a énormément de ressemblances. Nous, les Autrichiens, on a aussi notre grand cousin. Petite différence, il n'y a pas d'océan entre les deux pays. Mais à part ça, c'est très semblable. J'avais aussi l'impression, des fois
on s'étonne que les Français connaissent peu certaines particularités du québécois, du français au Québec. Et j'ai fait la même constatation que certains Allemands connaissaient très peu de choses sur l'Autriche et que certains Autrichiens en sont étonnés, en fait. Oui, absolument. Moi-même, j'en ai été étonné. Mais c'est toujours pareil. Les petites nations, celles qui parlent une variété dominée, savent toujours beaucoup plus sur les variétés dominantes que l'inverse. C'est universel. On observe la même chose pour l'espagnol ou pour le portugais. Les Hispano-Américains savent beaucoup plus sur l'espagnol de la péninsule que les Espagnols sur les variétés de l'espagnol aux Amériques. C'est classique, je dirais. Oui, sauf que d'un point de vue démographique, la situation est inversée dans ce cas-là. Puisque finalement, les Hispano-Américains sont plus nombreux que... Plus de locuteurs, oui. Mais c'est le rapport historique de domination, qui existe toujours d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Bon, ben, je vais te poser une. J'ai trouvé tout ça fortement intéressant, puis ça s'inscrit tout à fait dans mes recherches aussi, ma façon de penser. Mais présentement, je me promène beaucoup dans certains milieux de professionnels parole aussi, et ce qu'eux, ils m'auraient dit, encore une fois, ce qu'on entend depuis des siècles, ben, ces gens-là, ils parlent mal. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ce genre de remarques? Parce qu'il faut bien vulgariser et il faut trouver une façon de l'expliquer qui sort un peu de notre cadre universitaire et ce n'est pas toujours facile. Il faut savoir qui sont ces gens. Ils font peut-être partie de ce camp que je viens d'évoquer rapidement en parlant des dictionnaires du français québécois. Ceux qui disent que les francophones québécois veulent comme modèle le français international. C'est peut-être les gens avec lesquels tu as parlé, ce sont peut-être des gens qui appartiennent à ce groupe, non? Non, même pas. Eh bien, les images, les représentations du bon langage, on la vit dure. On la vit dure. On le voit aussi dans notre cours, justement, normes-usage, qu'on a toujours du mal à déconstruire ces idées reçues. Et parfois, je suis comme perdue, on dirait. Est-ce que tu dirais que ces points de vue reflètent aussi une espèce d'insécurité linguistique chez ces personnes? Probablement. Oui. Oui. Okay. Et justement, on avait aussi la question de l'insécurité linguistique dans la première présentation. Ça ferait peut-être un peu le pont entre les deux. Vous aviez dit, Madame Lantier, donc je m'adresse maintenant à la première conférencière, que vous travaillez fort sur le développement des mesures pour diminuer cette insécurité linguistique. Et vous avez mentionné l'enseignement. Avez-vous des mesures ou des idées concrètes à ce propos-là? Non? Je vais juste... Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a un comité qui s'est mis sur pied, qui est piloté par la Fédération de la jeunesse canadienne-française et la Fédération des enseignants, qui sont en train de se pencher là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que l'insécurité linguistique et qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais c'est vraiment très, très, très nouveau comme chantier. Ça me fait penser à une autre chose, si vous me permettez. J'étais dans une rencontre récemment, et il y a le directeur régional des stations de l'Ouest de Radio-Canada qui a posé la question en table ronde sur est-ce que à Radio-Canada, dans les stations de l'Ouest en particulier, est-ce qu'on devrait changer le niveau de langue? Est-ce que les gens, les animateurs, les reporters, les journalistes, les gens qu'on entend à la télé puis à la radio, qui travaillent à Radio-Canada, est-ce qu'ils devraient parler davantage la langue des gens qui les écoutent? Donc, une langue qui ressemble à celle qu'on parle dans la communauté, dans la réalité, entre guillemets. Puis il y avait vraiment toutes sortes de commentaires là-dessus. Et donc, il y avait des commentaires qui disaient, oui, peut-être qu'on devrait refléter davantage la langue des Acadiens ou la langue des gens dans l'Ouest ou la langue des Québécois ordinaires, entre guillemets. Mais il y avait aussi quelqu'un qui a dit, mais si on fait ça, quel est le trait d'union entre tous les locuteurs francophones
qui ont des accents différents, des réalités un peu différentes. Comment on fait pour avoir un trait d'union entre tous ces gens-là et faire en sorte que peu importe où tu vis, quand tu parles français, tu comprends ce que l'autre dit. Et tu es aussi compris par l'autre. Et donc, il y avait cette préoccupation que si, par exemple, une institution qui est si importante dans notre réalité francophone partout au pays, comme Radio-Canada, changeait ses façons de faire, bien, peut-être qu'on perdrait un peu ce trait d'union-là, qui est un type de français qu'on ne parle pas nécessairement, nous, dans notre réalité, mais qu'on comprend et qui fait ce rassemblement-là. C'est une question. La variété standard, c'est précisément la fonction fédératrice. Le standard nous permet de préserver l'union des locuteurs. Dans les situations moins formelles, chacun peut parler comme il veut, mais dans une situation où la communication se déroule dans une situation formelle, on s'adresse à d'autres locuteurs qui pratiquent ou qui parlent une autre variété de français, il est important de se servir d'un français, disons, plus normatif, justement pour éviter que l'intercompréhension se perde. Donc, aller dans l'autre direction, donc utiliser dans les situations formelles un français moins soutenu, ça comporte un certain danger. Merci. Encore d'autres questions? Ah, une dernière. Qu'est-ce que vous pensez du fameux réseau du Rassemblement des villes francophones en Amérique? Êtes-vous allé voir ça? Ah ouais? Pensez-vous que ça va devenir un outil qui va être pratique parce qu'on peut écouter la radio là-bas? Bien, écoutez, personnellement, moi, je trouve ça formidable, tu sais, qu'on rassemble des villes en Amérique sur la base du fait que le français est une langue qui est parlée en ce moment, mais qui est aussi une langue qui a une empreinte historique dans ces endroits-là, qu'on oublie parfois. Mais c'est intéressant de se rendre compte que vraiment, on est allé loin, les francophones, en Amérique, et qu'on a laissé des traces, et que ces traces-là peuvent encore signifier quelque chose pour l'ensemble des Américains du Nord et du Sud et des Caraïbes, etc. Je pense que c'est rassembleur. Tu sais. Les villes se rassemblent sur la base du fait qu'elles sont des villes d'hiver, qu'elles sont des villes de ci, qu'elles sont des villes culturelles, etc. Alors, se rassembler aussi sur cette base-là de l'importance du fait français, qui est un trait d'union aussi, je pense que c'est très, très porteur, personnellement.